Bienvenue à tous dans Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Pierre Benoît de TV5 Monde, Louis Magloire Kemayou du Club de l'information africaine et puis Jean-Baptiste Placa, éditorialiste le samedi à RFI. Et c'est autour de deux sujets cette semaine. Le 26e sommet de l'Union africaine, la semaine dernière à Addis Abeba en Éthiopie, dominé par la crise au Burundi. Finalement, l'UA n'enverra pas de force de maintien de la paix au Burundi sans le consentement du très contesté président Pierre Nkurunziza. Et puis la Centrafrique, avec une première électorale, on a annulé le premier tour des législatives, mais validé celui de la présidentielle. Pourtant, les deux scrutins se sont déroulés le même jour, ce 30 décembre dernier. Alors d'abord, cette crise burundaise, donc au menu du dernier sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie, un sujet résumé par Mélissa Chemam de TV5 Monde. Ambiance de fin de règne pour Robert Mugabe. Le président du Zimbabwe assurait depuis 1 an les fonctions de président de l'Union africaine. Pour son dernier discours d'ouverture de sommet, il a une fois de plus misé sur un texte long, près de 2 heures, et critiqué le Conseil de sécurité de l'ONU. Les chefs du Conseil de sécurité disent « Vous n'aurez jamais les pouvoirs que nous avons en tant que membres permanents ». Et nous avons demandé, réformer le Conseil de sécurité. C'est le président du Tchad, Idriss Déby, qui lui a succédé. Parmi les dossiers brûlants de ce sommet, la situation au Burundi, une priorité, comme l'a rappelé le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Au Burundi, je salue votre proposition de déployer des observateurs des droits de l'homme pour établir une mission de prévention et de protection. Cette crise requiert notre engagement le plus sérieux et urgent. Je vous applaudis pour votre responsabilité collective et votre action décisive. Cette année marque aussi le retour du Maroc à Addis Abeba, même si le Royaume n'est toujours pas membre de l'organisation. Il a dépêché sur place la numéro 2 de sa diplomatie pour rencontrer ses homologues du continent. Voilà, donc la force de 5000 hommes que l'UA comptait déployer au Burundi attendra donc le consentement de Pierre Nkurunziza. Plusieurs chefs d'État, notamment membres du Conseil paix et sécurité de l'UA, se sont opposés donc à imposer cette force. Donc il faut le consentement de Pierre Nkurunziza. Pourtant, le risque d'une nouvelle escalade de violence, comme on l'a connu depuis le 11 décembre, après l'attaque de ce fameux camp militaire à Bujumbura, ce risque existe toujours. Le secrétaire général de l'ONU l'a dit. Alors, comment comprendre cette reculade, finalement, de l'UA ? Oui, moi j'ai envie de dire, avant de répondre sur le deuxième morceau de la question, l'escalade, elle est là. Tous les jours, dans les quartiers anti-Nkurunziza, on retrouve des blessés et des morts sur les trottoirs. À Bujumbura. À Bujumbura notamment. Donc, un homme comme Chergui, le commissaire paix et sécurité de l'Union africaine, a eu des déclarations au cours des 6 derniers mois très alarmistes. Il m'est arrivé de le rencontrer dans un forum sur la sécurité à Dakar et il m'avait dit « on est dans une logique pré-génocidaire ». Donc voilà que maintenant, à un sommet de l'Union africaine, il y a une espèce de volte-face, de retour en arrière. On peut dire que ce sommet a été dominé par un consensus, un esprit anti-multilatéralisme. C'est-à-dire que non seulement le discours de Mugabe, qu'on a bien compris, anti... Donnez-nous un peu plus de pouvoir au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais sans échange, sans contrepartie, sans engagement ferme. On a donc la résolution, pas d'engagement de force de l'Union africaine sur le Burundi, alors qu'il y a urgence. Il n'y aura peut-être même pas une délégation prochaine de l'Union africaine qui ira de nouveau sur place, parce qu'il y a déjà eu des observateurs. Et le troisième aspect, ça a été l'intervention, la première, donc, du nouveau patron de l'Union africaine, le président du Tchad, Idriss Déby, qui nous dit, on va faire une pétition pour que les chefs d'État ne soient plus jamais déférés devant la Cour pénale internationale. Ouais. Donc, une espèce de recroquevillement d'une dynamique diplomatique du continent africain par rapport aux questions de sécurité, paix et droits de l'homme.
Alors, Louis, certains critiques disent que finalement, ces chefs d'État qui se sont opposés à imposer une force au Burundi ne veulent peut-être pas se tirer une balle dans le pied, c'est-à-dire que ça peut aussi leur arriver finalement d'être confrontés à ce type de dilemme, de violence intérieure, réprimée, et puis de se voir imposer une force étrangère. Ça, c'est le problème de laisser un pan de sa souveraineté à des personnes qu'on ne peut pas forcément contrôler après. On a vu en Libye ce que ça a donné, et pour la plupart, ces chefs d'État, même s'ils ne sont pas dans une dynamique de crainte, sont quand même dans une dynamique de dire on ne va pas se laisser, on ne va pas se jeter dans l'inconnu. Et malheureusement, c'est ce qui arrive au Burundi aujourd'hui. Cela dit, il y a quand même deux choses qu'il faut remarquer. C'est que l'Union africaine est partie sur un principe de subsidiarité qui faisait que les organisations régionales pouvaient intervenir à la place de la grande union qui est très bureaucratique et qui, par moments, n'obtient pas beaucoup de résultats. Mais on a vu quand même que les chefs d'État de la sous-région se sont réunis 2 fois, et 2 fois, ils se sont cassés les dents. Il y a eu la médiation ougandaise, toujours sur le Burundi, et pas de résultat. Sachant que ces pays ont eux-mêmes leurs agendas intérieurs qui sont très compliqués. Presque tous ces chefs d'État vont faire face à des élections immédiatement. Donc, aucun d'eux n'est aujourd'hui suffisamment fort pour imposer sa voix au sein de la SADC, et l'Union africaine est trop lointaine pour pouvoir donner son point de vue et l'imposer surtout. D'autant plus que même si elle envoyait des troupes, pour envoyer ces troupes-là, elle aurait fait appel ou à l'Union européenne ou aux forces des Nations Unies ou encore aux États-Unis pour financer le déploiement des troupes et surtout leur entretien au quotidien, ce qui ne facilite pas l'équation. Alors il semblerait aussi, Jean-Baptiste Plaka, qu'il y ait une sorte de chantage de la part de Bujumbura, qui, n'oublions pas, est le principal pourvoyeur de soldats au sein de l'AMISOM, cette force de l'Union africaine justement qui combat les Chebabs en Somalie. Et certains chefs d'État ont dit, voilà, la priorité, c'est pas Nkurunziza, c'est pas les violences qui n'ont fait que quelques centaines de morts, mais le véritable danger, ce sont les Somaliens. On a besoin de Pierre Nkurunziza en quelque sorte. Oui, le problème c'est, disons, cette propension des dirigeants africains à laisser les peuples en tête-à-tête avec leurs pairs qui font mal à leur propre peuple. En l'occurrence, on ne peut pas demander aux Africains d'accepter ou de cautionner le fait que sur ce continent, il n'y ait aucune voix, aucune autorité qui puisse dire ici, il y a un danger pour une population. Une voie de recours. Voilà ce qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur le Burundi, Julius Nyerere était suffisamment charismatique pour dire ça suffit. Voilà, ça suffit et voilà les solutions que je propose. Après, il y a eu Mandela pour prendre la relève et finir par un accord. Mais ces leaders-là disparus, que reste-t-il? Mais sur le Burundi, alors donc Mandela, vous dites que finalement l'Union africaine se meurt parce qu'il y a une absence de leadership. Il n'y a pas, même en Afrique centrale par exemple, quand Patassé ou Bozizé se comportaient mal à une époque, Omar Bongo pouvait leur tirer l'oreille taper du poing sur la table, absolument. Et en Afrique de l'Ouest, quelqu'un comme Félix Houphouët-Boigny, à une époque, jouait ce rôle-là. Qui est en situation, en position de pouvoir dire à Nkurunziza, ne fais pas ceci, ne fais pas cela à ton peuple. Il n'y en a pas. Moi, je pense que Jean-Baptiste touche un vrai problème. Ce n'est pas simplement le problème d'un leadership du continent aujourd'hui, un espèce de statut moral, etc. Bien sûr que c'est aussi une question d'homme. Mais la question de principe, sur ce face-à-face solitaire dans lequel certains pays, entre le peuple et ses dirigeants, pourraient se retrouver, sans voie de recours supranationale ou des pairs africains qui pourraient dire... CPI à chaque on pourrait dire, ou des pairs africains du continent pourraient dire « stop, ça suffit ». Parce qu'on peut dire, par exemple, on peut prendre le problème burundais dans 2 sens différents. On peut le prendre au niveau minima. Tripotage constitutionnel, 3e mandat, opposition, machin, etc. C'est une affaire intérieure. Après tout, pourquoi pas, il a eu une majorité. Bon, voilà.
il est passé devant la Chambre et c'est passé. Sauf que si on passe à une autre dimension, risque de génocide ou de massacre généralisé, à ce moment-là, avec réfugiés politiques au Rwanda, dans les pays de l'Ouest, etc., on passe à une autre chose. D'abord une dimension internationale et une dimension morale où, après ce qui s'est passé au Rwanda, je suis désolé de le dire dans un plateau TV5 RFI, c'est évidemment clair qu'on ne peut pas tolérer, on peut pas répéter une situation comme ça. Donc il ne faut pas mélanger le statut national, chacun fait la cuisine chez soi, et puis une dimension morale, politique, droits humains pour les peuples africains qui ont besoin d'un droit de recours supranational. Je pense que c'est très important. Besoin d'être protégés, Bien notamment. sûr. Alors, Louis, au fond, on revient un peu, on se ressent un peu sur cette crise burundaise. Comment dénouer cette crise en sachant que finalement la décision de l'Union africaine, quelque part, conforte, légitime Pierre Nkurunziza, puisque maintenant il faut son consentement. Ça veut dire que pour, au fond, les dirigeants africains, le troisième mandat présidentiel de Pierre Nkurunziza n'est pas contestable ou n'est plus contestable. Non, il n'est plus contestable. Et même les États-Unis, juste après le coup d'État, étaient partis dans une posture qui était celle de le légitimer, même si ce n'était pas en disant qu'on le reconnaît comme président de la République. Et pourtant, c'est le fond de la crise. Hein. C'est le fond de la crise. Et n'oublions pas surtout que le Burundi est entré en crise bien avant le Rwanda. C'est-à-dire que le génocide au Rwanda est précédé par une situation au Burundi qui est chaotique parce que l'État est mort. Il y a eu un coup d'État, il y a eu une élection après et le président a été assassiné. Et donc on est dans une situation d'instabilité de laquelle le pays n'est toujours pas sorti jusqu'à aujourd'hui. Et si on n'arrive pas à résoudre ce problème, et surtout à se dire que le problème n'est pas que militaire, parce qu'il y a quand même un problème de militaire. Bien sûr, il est éminemment politique. Il y a tout cela qui est en train de... Et cette audace de l'Union africaine ou de ses dirigeants. Alors, cela étant donc, les Burundais, Jean-Baptiste Plaka, donc, vont endurer comme ça 4 ans, 5 ans de règne supplémentaire, sans avoir trop d'espoir. Le pire, c'est que si, après les 5 ans, Nkurunziza choisissait par je ne sais quel subterfuge de... Quelle révélation divine, oui. Il n'y aurait personne et rien pour lui interdire, s'y opposer. Ouais. Voilà, donc le Burundi, sujet inépuisable, hélas, avec des problèmes, des violations des droits de l'homme, sujet évidemment sur lequel on reviendra. Afrique Presse sur RFI et TV5 Monde, on en vient au premier tour des élections législatives et présidentielles en Centrafrique qui se sont déroulées en même temps. C'était le 30 décembre dernier. Plusieurs semaines après la publication des résultats, eh bien, la Cour constitutionnelle a décrété l'annulation du premier scrutin, c'est-à-dire les législatives, et validé l'élection présidentielle. D'abord, une illustration de la colère de quelques militants, et ça se passait à Bangui, donc après la décision annoncée par la Cour constitutionnelle. Le mémorandum n'a qu'une seule revendication. Nous demandons tout simplement que les autorités prennent leurs responsabilités pour annuler les élections. On prend la communauté internationale pour complice, parce que tout le monde le sait. Tout le monde sait que les élections n'ont pas été une élection crédible. Ce n'est pas une élection, mais c'est plutôt une sélection. Donc arrêtez, nous ne sommes pas là pour payer le prix d'un calendrier international que les gens voudraient coûte que coûte, que les gens terminent très rapidement avec la crise centrafricaine. Les élections législatives ont été annulées pour des irrégularités. Nous demandons la même chose pour les élections présidentielles qui sont entachées d'innombrables irrégularités. Et nous sommes là devant cette maison symbole des Nations Unies pour réclamer rien que du droit. Voilà, donc des militants en colère à Bangui devant le siège de la mission de l'ONU. Message qui s'adressait directement à l'ONU parce que l'ONU est l'arbitre. Alors, comment expliquer cette anomalie électorale, au fond, que cette anomalie électorale n'a guère ému qui que ce soit, en vérité, à commencer par l'ONU. Voilà, sur le plan international, on n'a pas entendu grand-chose. Heureusement que la rue à Bangui s'exprime. Et je pense qu'effectivement, parler d'anomalie à Assad, c'est pire que ça, c'est vraiment une bizarrerie. C'est
quelque part, ça choque l'entendement classique. Parce que soit il fallait annuler les deux, soit il validait les deux. Alors, c'est vrai que le mot a été utilisé par un des manifestants, c'est une sélection. Alors, au plan de la présidentielle, c'est un peu une sélection. Le premier tour a débroussaillé le terrain. On a donc un match pour le deuxième tour avec une affiche d'Ologele Touadéra. Très bien. Après, il y a eu des ralliements. Bon, ça, on peut dire comme ça, machin, c'est une sélection. Ça permet de faire une primaire et ensuite un vrai match entre deux plateformes politiques. Mais la question des irrégularités sur la présidentielle ou la législative, ça frappe autant les deux scrutins. Donc le premier tour pour la sélection du deuxième tour de la présidentielle, ça fait bizarre. Donc ce qu'on voit aujourd'hui sur le dossier de la RCA, en tout cas c'est comme ça que je le regarderai, c'est que la communauté internationale n'a qu'une envie. C'est de partir et de dire on a fait notre boulot, on a arrêté les massacres, et puis derrière on a fait une petite transition qui a été quand même prolongée. Ces gens s'en vont, on a désigné un vainqueur, donc une autorité institutionnelle politique reconnue au plan international qui va pouvoir reprendre les rênes du pays. Mais avec une ambiance dans la rue comme ça, on peut se demander si il va falloir rebattre les cartes pour tout recommencer. Voilà, on n'a jamais vu ça, une pareille présentation, si je puis dire, d'élections. Alors, 2 élections se déroulent en même temps, on en annule une et on laisse l'autre. Je veux dire, c'est une incompréhension totale, ou encore une fois, une anomalie. C'est une vraie anomalie et ça démontre au moins 2 choses. La première, c'est que quand on voit les 2 finalistes, ce sont 2 anciens premiers ministres. Et ce sont 2 personnes qui sont quand même peu ou prou proches du président Bozizé, qui a été chassé de l'ex-président Bozizé qui a été chassé par les Séléka. Et qui a animé de revanche. Bien sûr. Il a demandé qu'on soutienne un des candidats qui est arrivé au second tour. Donc la finale se joue entre Bozizé et Bozizé, en gros. Oui, c'est pas grave, parce que si c'est l'autre qui sort, c'est encore Bozizé. C'est encore Bozizé. Oui, Jean-Baptiste, c'est quand même des élections bâclées qui risquent... C'est scandaleux. C'est scandaleux et voilà, il faut souligner la médiocrité de cette transition, la médiocrité et le côté révoltant. C'est-à-dire, c'est comme si aujourd'hui, sous prétexte qu'il fallait tenir les élections avant la fin de l'année 2015, on a choisi de compromettre l'avenir, parce que l'avenir de la RCA est compromise par on s'était réjoui de voir une femme élue présidente de cette transition et tout ça là, mais c'est un désastre, c'est une médiocrité qui est dangereuse pour l'avenir, parce que, comme le disait lui, c'est Bozizé, et rien que Bozizé qui se retrouve vainqueur de cette opération. Alors, c'est comme si on avait perdu du temps, on avait sacrifié tout ce qui a été, justement, les morts et passer par perte des profits. Alors, justement... Non, mais attendez, il y aura un autre wagon, c'est que non seulement on a l'impression d'une transition bâclée, comme le dit très bien Jean-Baptiste, mais derrière, si ça se termine comme ça, il va y avoir le problème du désarmement, de donner des postes ou de l'argent aux chefs de guerre, et donc, voilà, quoi, c'est une catastrophe au plan politique. Voilà, mais alors, est-ce que, justement, je veux dire, tenir des élections ou reconnaître des élections aussi calamiteuses, est-ce que ce n'est pas affaiblir demain le président qui sera élu, quel qu'il soit? Mal élu. Louis. C'est certain, parce qu'on nous dit mieux vaut de mauvaises élections qu'une trop longue transition. C'est ce qu'on a toujours entendu. C'est la logique qui a été tenue sur la Centrafrique. C'est la logique que nous avons ces dernières années en Afrique. C'est-à-dire qu'il suffit qu'une personne prenne des armes, elle vous oblige à aller négocier à la table de négociation, comme si vous étiez au même pied d'égalité. On n'a pas besoin de vérifier sa légitimité. C'est comme si les ONG aujourd'hui décidaient, à côté des groupes militaires ou milito-politiques, de dire nous avons la légitimité de discuter, donc nous exigeons que vous veniez à la table de négociation. On les amène devant la table de négociation et finalement, ils obtiennent le pouvoir. Voilà comment s'est passée la transition en République centrafricaine. Non. On aurait voulu que la transition débouche sur un scrutin clair. Et puis surtout, renouvelle le personnel politique. Parce que comme le dit Louis, on a 2 anciens premiers ministres qui sont soutenus... Du même Bozizé, absolument. Et donc, c'est toujours les mêmes.
problème. Alors donc on a une guerre civile, des morts, un embrigadement, je le dis ici parce que c'est quand même à souligner, beaucoup d'enfants soldats. Hein, bon, et puis par ailleurs, pendant que les combats se sont arrêtés, mais même quand ils étaient en cours de massacre, l'extraction clandestine du minerai et des diamants continuait. Donc voilà, le pays n'a pas de ressort politique, il n'y a pas de nouveaux responsables qui pourraient émerger de cette transition chaotique, parce que c'est pas grave à la limite que la transition soit difficile et chaotique et que Mme Samba-Panza ait déçu tout le monde. Maintenant, si c'était pour renouveler avec des gens qui soient des jeunes quadras, crédibles, solides, et qui diraient maintenant je rentre de l'étranger, je remets, etc. Alors le problème, Jean-Baptiste, c'est qu'on a eu le sentiment quand même que certains candidats, notamment parmi les finalistes, étaient quasiment sponsorisés par des chefs d'État de la région. Oui. Et c'est très malsain. C'est extrêmement malsain. Et l'argumentation de cette Cour constitutionnelle qui invalide les législatives. Vous avez entendu, ils disent, parmi leurs arguments, il y en a un qui est particulier, ils disent, pour la présidentielle, on avait un certain nombre très limité de recours, et que pour les législatives, il aurait fallu beaucoup plus de temps pour éplucher les recours des 400 et quelques candidats. Et donc, mission impossible. On efface tout. Non, mais donc, on valide la présidentielle et on annule les législatives. Voilà. Mais c'est triste pour ce pays parce que la Centrafrique, depuis des décennies, est livrée, encore une fois, c'est-à-dire à des médiocres. Excusez-moi. Est-ce que ce n'est pas un échec de l'ONU, de cette mission de l'ONU, d'une certaine manière? C'est-à-dire que l'ONU qui a été à l'avant-garde du tatillonnement concernant les résultats d'élections dans certains pays, la Côte d'Ivoire, pour ne pas la citer. Un bon exemple. Là, voilà, on annule, il y a eu des massacres. On tripatouille, des agents électoraux de Centrafrique, on les a pris la main dans le sac, etc. Mais personne ne moufte. Alors l'ONU intervient très bien, ils n'ont pas arrêté tout de suite les massacres. Deuxièmement, les chefs de guerre continuent de pérorer, il y en a encore dans l'est du pays. Troisièmement, les enfants soldats se comptent par centaines. Quatrièmement, politiquement, la transition n'est pas claire. Je pense que le tour de table l'a entièrement prouvé. Et enfin, maintenant, on n'a pas une nouvelle donne. C'est-à-dire que même au bout du bout, alors on pourrait se dire c'est pas grave, il faut tâtonner, etc. Au bout du bout, on n'a pas le renouvellement de la classe politique. Triste. Et puis, pour faire la boucle avec le premier sujet de l'émission, il est vrai aussi, et tout le monde le sait autour de cette table, et en Afrique aussi, que plusieurs candidats à la présidentielle de RCA ont été directement sponsorisés par des pays de la région, des pays importants, des chefs d'État qui sont parfois avec une assise et une pérennité très longue au pouvoir. Donc voilà. Et mais là, on les entend pas faire un discours comme on a entendu à l'Union africaine de souveraineté nationale. Non, chaque pays gère son truc, etc. Voilà. Oui, Louis. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand Pierre Benoît parle de l'Est du pays, il parle de 2/3 du territoire centrafricain qui n'ont jamais été administrés depuis au moins 13 ans. Et qui sont sous le contrôle des ex-Séléka. Voilà, c'est ça déjà qu'il faut fixer pour que l'on se rende compte de l'ampleur de la difficulté. Il n'y a pas d'État, mais il y a beaucoup de minerais. Il y a beaucoup de minerais qui continuent d'être exploités et qui malheureusement ne sont pas sous le contrôle. L'argent ne va pas dans les recettes, dans les caisses de l'État. La deuxième chose, c'est qu'on ne l'a pas relevé également, mais les envoyés, les casques de l'ONU qui sont sur place, beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui accusés de pédophilie. C'est vrai, il y a encore eu une nouvelle affaire cette semaine. Donc, il y a tout cela qui contribue. Des Congolais de Brazzaville. Oui, de Brazza et de Kin. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avant il y avait eu les Français, tout cela fait que l'ambiance n'est pas saine. Et quand on se rend compte que ce pays, malgré tout ce qu'on a pu dire de Bokassa, il n'y a que son vestige qui permet aujourd'hui de dénommer la République centrafricaine et de dire voilà des choses qui ont été construites, qui ont été faites. C'est quand même terrible. Enfin, c'est lui quand même qui a apporté le mal, quoi. Non, il a apporté le mal. Il a apporté peut-être le mal, mais le fait est qu'en tant que bâtisseur, ce sont les vestiges des choses qu'il a laissées qui restent encore aujourd'hui visibles sur le terrain. Moi, mon premier reportage en Centrafrique, je l'ai fait en 86. Et ce que j'entendais en 86, à l'époque, c'était Kolimba qui était au pouvoir. Les gens regrettaient
Bokassa. Bokassa, c'est ça. Parce qu'il disait que Bokassa, en dépit de tout ce qu'on pouvait lui reprocher, n'avait pas une gestion ethnique ou clanique du pouvoir. Et il était dur et méchant avec tout le monde. Sans considération de ses origines et tout. Mais à la fin, il avait quand même une gestion... On se retrouve dans une situation où la référence devient Bokassa. Ça veut dire vraiment tragique. que... Ah oui, c'est tragique. C'est vraiment l'illustration de... une opérette sanglante, la RCA. Une opérette sanglante. Tragique et sanglante. Sans oublier qu'autour de la République centrafricaine, malgré tout ce qu'on peut dire, il y a quand même beaucoup de foyers de crise. Et ce serait dommage que la transition se fasse avec d'autres pays en crise, comme le Tchad, le où Boko Soudan. Haram le Soudan. Voilà, le Soudan, les deux Soudans d'ailleurs, Soudan du Sud et Soudan. Donc l'Ouganda en plus, avec toute cette armée de résistance du Seigneur. Donc on est quand même dans une zone très sismique sur le plan social et politique. L'Ouganda où est réfugié Bozizé, rappelons-le, Bozizé qui fait l'objet de poursuites judiciaires dans son pays et pour les biens mal acquis et également qui fait l'objet de sanctions de l'ONU. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Jean-Baptiste Plaka, Pierre Benoît et Louis Magloire-Kemayou ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Cette édition est à retrouver sur les sites internet de RFI et de TV5 Monde. Grand merci de votre fidélité.